Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Clément Baruto, je suis astrophysicien, chercheur au CNRS. Et donc, je travaille à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, qui est un laboratoire de recherche à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Et donc, moi, je travaille sur la formation des planètes. Je m'intéresse à comment est-ce que les planètes se forment autour de leur étoile, comment est-ce qu'elles évoluent au cours du temps. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une question que dans la communauté astronomique, on se pose tous. C'est est-ce qu'il y a des océans sur les exoplanètes? Et donc voilà, donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler des exoplanètes. Est-ce que déjà vous savez tous ce que sont les exoplanètes? Donc les exoplanètes, ce sont des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Et donc, on va s'intéresser à, parmi toutes les exoplanètes qu'on a pu détecter depuis une trentaine d'années, il y en a un peu plus de 5000, eh bien, lesquelles pourraient être habitables et lesquelles pourraient donc éventuellement avoir des océans autour de ces planètes. Alors, déjà, en fait, j'ai envie de vous poser une question toute simple, c'est pourquoi, en fait, on se pose, nous, cette question? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à savoir s'il y a des océans sur les exoplanètes? Est-ce qu'il y en a qui veulent... Exactement. L'eau, c'est la vie. A priori, en fait, donc la raison pour laquelle, en fait, on se demande s'il y a des océans, et en particulier des océans d'eau liquide à la surface des planètes, c'est parce qu'on pense que la présence d'eau liquide est une condition nécessaire à le fait qu'il y ait de la vie. Alors, c'est pas très original, hein, c'est basé sur notre propre expérience de ce qu'est la vie sur Terre. Euh, Bien entendu, on pourrait se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Disons juste que pour faire simple, on pense que l'eau liquide, en tout cas nos connaissances actuelles, l'eau liquide, c'est le seul environnement qui va permettre de favoriser les réactions chimiques, les réactions biologiques qui sont propices au développement de la vie. Donc c'est la raison pour laquelle on s'intéresse donc à s'il peut y avoir de l'eau liquide sur les exoplanètes. Donc c'est donc ce que je vous résume en fait sur cette image-là. Donc voilà, une exoplanète qui a de l'eau liquide à sa surface serait habitable. Et ça, c'est un terme que j'avais envie de parler avec vous parce que c'est souvent probablement quelque chose que vous entendez en fait quand vous lisez, vous entendez des nouvelles sur les exoplanètes. On entend souvent parler une nouvelle exoplanète habitable. Donc la notion d'habitable, la notion d'habitabilité, ça veut dire une exoplanète pour laquelle on pense qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à sa surface. Donc voilà, on a ici donc une représentation imagée, une vue d'artiste. On est dans le festival scientifique, donc on a beaucoup d'images vues d'artistes. C'est pas une image générée par l'intelligence artificielle. Donc de ce que pourrait, à quoi pourrait ressembler une planète extrasolaire habitable qui est beaucoup scrutée par les astronomes actuellement, qui s'appelle TRAPPIST-1F. Elle s'appelle comme ça parce que l'étoile autour de laquelle cette planète tourne s'appelle TRAPPIST-1 et vous voyez qu'elle s'appelle F. Le F fait référence au nombre de planètes connues autour de cette étoile. Généralement, quand on connaît une première planète, on l'appelle B, puis après C, et puis après D, et etc. etc. En l'occurrence, celle-ci, la F, sous-entend qu'il y a B, C, D, E avant elle, plus proche de l'étoile. Et c'est peut-être ce que vous pouvez reconnaître ici, en fait, dans la vue d'artiste, où vous avez l'étoile qui est au centre, et vous pouvez peut-être reconnaître un point là, un petit point là, un petit point là, un petit point là, qui seraient en fait les 4 planètes qui font partie de ce système planétaire dans lequel on trouve TRAPPIST-1F. On va revenir un petit peu plus tard sur TRAPPIST-1F dans cette présentation. Maintenant, je vais continuer à vous faire participer. Comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a des océans d'eau liquide sur une exoplanète? Il y en a des qui veulent tenter leur chance. J'essaie de me rapprocher, c'est un petit peu... On envoie un robot, c'est un peu loin. Ouais, effectivement, ça va être problématique.
Alors donc en fait c'est ma fille, je lui ai pas fait la présentation en fait avant de venir, mais c'est pas mal. On peut essayer de voir s'il y a des nuages autour d'une planète et de se dire que peut-être que les nuages sont créés par l'eau, donc il y a peut-être de l'eau. Trop bien. Je vais revenir loin du haut-parleur. Il y a une super idée. Peut-être la réponse la plus, ou peut-être ce qui peut vous paraître le plus intuitif en fait, c'est se dire bah on n'a qu'à aller regarder avec un télescope. On va essayer de pointer avec nos instruments, avec nos télescopes. On va essayer d'observer les planètes extrasolaires et puis on va essayer de voir s'il y a des océans d'eau liquide à la surface. Ça vous paraît jouable ou pas? Je vois des grimaces. Et bien justement, on va essayer de voir ça. Essayons de voir qu'est-ce que ça représenterait, qu'est-ce que ça impliquerait de se dire, voilà, on va pointer un télescope vers une planète et de voir s'il y a de l'eau liquide dessus. Bon, bah, on essaye. Alors je repars donc de notre vue d'artiste de la planète TRAPPIST 1F. Et donc, supposons que nous, on soit à une certaine distance de cette planète. Donc je nous ai représenté ici au hasard. Donc on va pointer un télescope vers cette planète. La première chose en fait que l'on doit faire quand on veut essayer d'observer directement une planète avec un télescope, ça va être d'occulter l'étoile. L'étoile, elle émet tellement plus de lumière que là où les planètes autour qu'elle va nous aveugler. Donc la première chose qu'on veut faire pour essayer de voir la lumière qui nous provient directement de la surface des planètes, ça va être de commencer par masquer la lumière directement émise par l'étoile. Et ça, on arrive à bien le faire. Donc ça, c'est cool. POC. On fait ça. Maintenant, on va essayer de faire un tout petit peu de maths. On va essayer de faire un tout petit peu de trigonométrie pour se rendre compte à quel point effectivement c'est chaud, c'est un mauvais jeu de mots, d'aller essayer de voir des océans d'eau liquide sur d'autres planètes. Ici, je vous ai pris l'exemple de la planète TRAPPIST 1F. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce qu'en fait, il s'avère que c'est en fait l'une des planètes extrasolaires habitables la plus proche de nous. Alors la plus proche de nous, vous voyez ce que ça représente, elle est à 40 années-lumière de nous. Donc 40 années-lumière, ça veut dire que au moment où j'essaye d'observer là maintenant tout de suite TRAPPIST 1F, ça veut dire que la lumière que j'envoie, elle a été émise par la planète il y a 40 ans. Déjà, pour se rendre compte. 40 années-lumière, ça fait beaucoup de kilomètres. Je vous ai représenté ce que ça représente ici. Il y a tellement de zéros que j'ose même pas dire en fait en kilomètres ce que ça représente. Donc nous, les scientifiques, on adore, surtout les astronomes, on adore compter avec les puissances de 10. Donc ça fait 4, 10 puissance 14 km. Et donc, si je fais bien les maths, ça fait 400 millions de milliards de kilomètres. Voilà, si vous voulez avoir une petite idée. Mais ça reste quand même relativement proche de nous. Maintenant, on va se dire, qu'est-ce que ça pourrait être en fait la taille caractéristique, la taille en gros, d'un océan d'eau liquide sur une telle planète. Cette planète-là, TRAPPIST 1F, elle a en gros la même taille que nous, la même taille que la Terre, et donc la Terre, c'est à peu près 12 000 km de diamètre. Donc si on s'imagine une planète qui peut ressembler à la Terre avec, mettons, des océans qui peuvent ressembler à ce qu'on a nous sur la Terre, bon, en gros, en fait, la taille caractéristique des océans, bon, on peut, je sais pas, prendre l'océan Atlantique ou votre océan préféré. Pour faire simple et pour simplifier les maths dans un instant, on peut se dire qu'en gros, la taille caractéristique d'un océan sur une telle planète, ça va être de l'ordre de 4000 km. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est sous quel angle on peut parvenir à voir 4000 km à une distance de 40 années-lumière. Alors j'ai fait l'exercice avec des collégiens il y a 10 jours, ça marche plutôt pas mal, ils sont assez au taquet sur les formules de trigonométrie, donc je ne sais pas si vous les connaissez, les tangentes de l'angle, côté opposé, sur côté adjacent, des choses comme ça, peut-être ça vous rappelle des choses. C'est un petit peu ce qu'on va faire. Donc on va regarder quel est l'angle sous lequel on peut parvenir à distinguer deux éléments distants de 4000 km à la distance de 40 années-lumière. Je ne vais pas vous faire sortir vos téléphones portables pour faire l'application numérique, je la fais pour vous. L'angle sous lequel on voit
deux éléments distants de 4000 km à cette distance de 40 années-lumière, c'est ce nombre-là. Les angles, il s'avère qu'on les nomme en radians. Parfois, on les appelle en degrés. C'est un truc qui est tout petit. 10 puissance moins 11. Donc 0,000, vous mettez 11 zéros après. J'imagine que 10 puissance moins 11 radians comme ça ne vous parle pas forcément. Vous pouvez toujours l'exprimer en degrés, ça ne va pas forcément vous parler beaucoup plus. Mais la façon dont on va arriver à faire sens de ça, ça va être justement de poser la question, quel est le diamètre de télescope dont on aurait besoin pour parvenir justement à résoudre ce tout petit angle minuscule de 10 puissance moins 11 degrés, moins 11 radians. Donc pour ça, je vous aide. Il s'avère que l'angle minimal que peut résoudre un télescope de 10 mètres de diamètre, lorsqu'il observe dans le domaine optique, c'est-à-dire comme si vous voyez avec vos propres yeux, l'angle minimal est d'environ 10 puissance moins 7 radians. Donc maintenant, la question, la règle de 3 que je propose de faire, c'est juste, du coup, sachant ça, qu'est-ce qu'il nous faut comme diamètre de télescope pour voir 10 puissance moins 11 radians? Déjà, à votre avis, est-ce qu'il faut un télescope plus petit ou plus gros que 10 mètres? Plus gros, ouais. Donc je vous aide un tout petit peu en fait. L'angle sous lequel on va parvenir à distinguer deux éléments en fait, l'angle en fait, il va être inversement proportionnel à la taille, au diamètre du télescope. Donc en gros, ce que ça me dit, c'est que si j'ai besoin d'un télescope de 10 mètres pour résoudre 10 puissance moins 7 radians, pour faire 10 puissance moins 11, il va me falloir quelque chose de inversement proportionnellement plus grand. Application numérique. Le diamètre qu'il nous faut, c'est 10 mètres multiplié par 10 puissance moins 7 divisé par 10 puissance moins 11. Ça nous fait 100 km. 100 km, c'est peu de choses près la distance entre Toulouse et Albi. Donc en gros, si on voulait, arriver à observer, à résoudre, à voir un océan d'eau liquide sur une planète habitable et en plus la plus proche de nous, il nous faudrait construire un télescope dont le diamètre serait la distance entre Toulouse et Albi. Ça, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Je ne sais pas si vous savez en fait quel est le télescope le plus gros en fait qui existe sur Terre. Il est en construction, il est au Chili, il fait 40 mètres de diamètre. Et ça, je peux vous assurer que c'est une super prouesse technologique. Donc arriver à faire 40 mètres de diamètre pour un télescope, déjà, c'est super compliqué. Donc ça, on oublie. Donc ça veut dire en fait que la façon dont on va s'y prendre pour arriver à savoir s'il y a des océans d'eau liquide sur les planètes, c'est pas en allant observer directement avec les télescopes et essayer de voir la présence d'eau liquide, d'océans sur ces planètes. Donc il va falloir qu'on fasse autrement. Et pour ça, je vais vous parler un petit peu des modèles, parce que je travaille sur les modèles, je fais des simulations numériques dans la vie, et donc j'ai un petit peu envie de vous parler des modèles. Les modèles, justement, ils vont nous dire à quelle distance d'une étoile on va être en mesure de retrouver de l'eau à l'état liquide à la surface d'une planète. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone d'habitabilité d'une étoile, c'est-à-dire l'ensemble des distances en fait, à l'étoile où les planètes vont être ce qu'on appelle dans la zone habitable, vont être habitables et où on va pouvoir retrouver de l'eau liquide à la surface de ces planètes. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait ça. Et donc on va utiliser des modèles et en particulier des simulations numériques, c'est-à-dire des calculs sur ordinateur pour arriver à prédire quelles vont être les distances minimales et maximales à partir d'une étoile où on va retrouver de l'eau liquide sur les planètes. Je vais d'abord vous montrer comment est-ce qu'on fait pour estimer le bord interne de la zone d'habitabilité, c'est-à-dire jusqu'à quelle distance d'une étoile on peut se rapprocher pour arriver à maintenir de l'eau liquide sur la surface d'une planète. Okay ? Donc je vous représente ici un axe qui est la distance entre ici la Terre et le Soleil. Vous avez le Soleil ici, vous avez la Terre là, et donc cette distance, elle va être exprimée donc en distance Terre-Soleil. Bon, souvent nous en fait, on emploie en fait, on exprime cette distance, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. Et donc je vais vous parler d'unité astronomique dans la suite. Sachez que ça représente la distance Terre-Soleil, et c'est un truc que l'abréviation utilisée, c'est UA.
Voici la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, avec son atmosphère actuellement. Là, ce que je vous montre, en fait, c'est une image de simulation. C'est un modèle, un petit peu comme les modèles de Météo France, où on va regarder les prévisions pour le climat. Alors, des fois, on fait des choses très localisées pour avoir la météo, on va dire les prévisions météorologiques à l'échelle de la France. On peut aussi faire la même chose à l'échelle du globe, donc faire des prévisions climatiques. Donc voici un exemple de modèle qui vous montre la température moyenne à la surface de la Terre. Vous voyez ici, il y a des endroits où ça vaut 30 degrés, 20 degrés, moins 10 degrés. Et là, l'expérience de pensée que je vous propose de faire, c'est de se dire, imaginons que je rapproche un petit peu la Terre du Soleil. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a quelqu'un qui veut participer au dernier rang. Alors, à votre avis, si je rapproche la Terre du Soleil, qu'est-ce qui se passe? Il fait plus chaud. Ça, jusque-là, ça va. Maintenant, s'il fait plus chaud, qu'est-ce qui se passe? S'il fait plus chaud, l'eau des océans va vouloir s'évaporer. Et ça, vous connaissez tous le cycle de l'eau. D'ailleurs, ça a été super bien illustré dans les ateliers que vous avez pu voir. L'idée, c'est que généralement, l'eau des océans s'évapore, et puis quand elle monte, elle va rencontrer des couches d'air plus froides, l'eau va se condenser, retomber sous forme de pluie, et on va maintenir plus ou moins la même quantité d'eau au cours du temps. Ça rappelle le cycle de l'eau. Bon. Sauf que, si on rapproche la Terre du Soleil, si on augmente la quantité de chaleur, d'énergie qui nous provient de l'étoile, il va se passer des choses. Si on imagine qu'on rapproche la Terre du Soleil, donc, comme on disait, il va faire plus chaud. L'eau des océans va avoir tendance à s'évaporer plus facilement. On va donc rendre de plus en plus humide, si vous voulez, l'atmosphère. Donc on a de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, donc l'eau qui est passée sous forme de gaz, si vous voulez, sous forme de vapeur, donc initialement, elle est dans les basses couches de l'atmosphère. Quand on va chauffer, elle va avoir tendance à plus facilement monter. Monter plus rapidement, monter plus efficacement, à un point où elle ne va pas réarriver à si facilement que ça se recondenser, cette vapeur d'eau. Elle va monter tout en haut des hautes couches de l'atmosphère, où elle va interagir avec le rayonnement qui nous provient du Soleil. Ce rayonnement-là, il est assez rigolo. Il a envie de casser les molécules d'eau. Une molécule d'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Sous l'effet du rayonnement solaire, ces molécules de vapeur d'eau vont se casser. Il va y avoir un peu d'hydrogène d'un côté, un peu d'oxygène de l'autre, avec la conséquence que l'hydrogène qui est léger va s'échapper de l'atmosphère, on va le perdre dans l'espace. L'oxygène éventuellement lui retombe. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'en cassant les molécules de vapeur d'eau, en fait, on va perdre en réservoir d'eau cette vapeur d'eau, on va la perdre, elle ne va pas retomber dans les océans. Donc on va petit à petit perdre notre contenu en eau. L'autre conséquence aussi de ça, c'est une augmentation naturelle de la température moyenne de surface. Et voici justement en fait à quoi ressemble la prédiction d'un modèle numérique qui prédirait qu'est-ce que serait la température moyenne à la surface de la Terre si on passait la Terre de une unité astronomique, donc là où elle est actuellement, à 0,95 unités astronomiques. Vous voyez, ce n'est pas énorme. On va juste diminuer de 5% la distance Soleil-Terre. Et vous voyez que les prédictions de modèles, de simulation numérique, c'est de nous prédire donc, des températures de surface entre 60, 70, 80 degrés Celsius. Donc progressivement, en fait, cet effet-là tend donc à faire perdre le contenu en eau liquide de la Terre. Alors, là, j'ai juste rapproché la Terre de 5%. Je peux continuer un petit peu juste pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais continuer à rapprocher la Terre du Soleil, on continue à augmenter donc l'apport, la chaleur qui va arriver au niveau de la Terre. On va de plus en plus rendre humide l'atmosphère. L'atmosphère va être de plus en plus chargée en vapeur d'eau. À un moment donné, quand on continue à charger l'atmosphère en vapeur d'eau, ce qui va se passer, c'est que
l'atmosphère ne va plus permettre de laisser la chaleur s'évacuer au travers de l'atmosphère. C'est-à-dire que vous avez toujours de la chaleur qui arrive, si vous voulez, depuis le Soleil, qui traverse l'atmosphère, arrive au niveau de la surface, puis d'habitude, elle essaye de se réfléchir, de repasser à travers l'atmosphère, s'échapper dans l'espace. À un moment donné, quand vous chargez trop votre atmosphère en vapeur d'eau, en fait, la chaleur n'arrive plus en fait, à s'échapper de l'atmosphère. Elle va faire une espèce de ping-pong entre la surface et l'atmosphère. Elle va être piégée, cette chaleur, à l'intérieur de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre emballé, l'emballement de l'effet de serre que, malheureusement, vous connaissez tous aussi bien que moi. Je ne veux pas trop vous faire peur sur les prédictions des modèles climatiques dans ce cas-là. Enfin, si, un petit peu quand même. Donc voilà, si vous rapprochez encore un tout petit peu, 1% en plus, donc vous rapprochez donc la Terre à 0,94 unité astronomique, et bien là, vous avez effectivement donc, du coup, la chaleur qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule au niveau de la surface de la Terre avec des températures moyennes qui peuvent excéder 1500-1600 degrés Celsius. Voilà. Donc, en fait, ces considérations-là vont nous aider, nous, astronomes, en fait, à définir la zone d'habitabilité interne, en tout cas le bord interne de la zone d'habitabilité des planètes extrasolaires, qui va donc être conditionnée par quelle quantité d'énergie provenant de l'étoile, jusqu'à quelle quantité d'énergie provenant de l'étoile on peut maintenir de l'eau liquide à la surface. Alors nous, on ne va pas parler en termes de distance entre l'étoile et la planète, parce que c'est un truc qui va dépendre du type d'étoile. Et nous, en fait, on détecte des planètes autour d'étoiles assez différentes, des petites, des grosses, des chaudes, des froides. Donc en fait, on définit une quantité physique qu'on appelle l'insolation, qui, si vous voulez, un petit peu la quantité d'énergie qui provient par unité de temps, d'autres choses de l'étoile. Et on va l'exprimer en fonction de l'insolation reçue par la Terre. Et dans la suite, en fait, si vous vous demandez ce que c'est que ce S0, c'est ce truc-là. Donc S0, c'est l'insolation que nous, on reçoit actuellement sur Terre. Donc actuellement, donc, nous, on est là. Et ce que ça vous dit, c'est que l'insolation maximale qu'une planète va en gros pouvoir supporter pour maintenir de l'eau liquide jusqu'à sa surface est typiquement contenue entre ces deux barres, en fait, entre ces deux valeurs-là, entre 1,1 et 1,12. Donc juste, en fait, on augmente de 10% cette insolation, on perd l'eau liquide à la surface de la Terre, à la surface d'une planète similaire à la Terre en termes d'atmosphère, en termes d'océan d'eau liquide. Et je vais en parler dans un instant pour dire que justement, comme il est question de modélisation, eh bien forcément, ces modèles-là reposent sur des hypothèses physiques. Et quand on change un petit peu les hypothèses physiques, on va avoir des prédictions qui peuvent être un petit peu différentes. C'est l'idée d'avoir en fait un modèle avec des barres d'erreur. Et donc, cette insolation maximale de l'étoile, avant de perdre toute l'eau liquide, elle va dépendre des hypothèses qu'on fait. Et donc, ces hypothèses-là, eh bien, ça va être notamment la présence de gaz à effet de serre. Là, j'ai beaucoup parlé d'eau, mais il y a d'autres gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, etc. Donc, en fonction de la quantité qu'on va supposer, ça va changer l'insolation maximale qu'on peut endurer avant de perdre l'eau liquide. Ça va dépendre également de la présence de nuages, et ça va aussi dépendre en fait, de ce qu'on va supposer comme étant le réservoir d'eau liquide initial des planètes. Et j'en profite, puisqu'on est aussi au Festival Scientilivre, pour faire un tout petit peu de publicité sur cette série de bandes dessinées que j'adore, qui est du dessinateur Léo, et qui, donc, voilà, a sorti toute une série de bandes dessinées autour d'autres mondes, on va dire, avec des planètes hypothétiques, qui peuvent avoir donc des formes différentes, avec des océans, avec la présence de liquides assez différentes. Et pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est que pour vous dire que suivant que les planètes en fait ressemblent plutôt à ça, avec beaucoup d'eau liquide, ou plutôt un peu comme ça, c'est-à-dire peu d'eau liquide, et en fait l'insolation maximale avant de perdre l'eau, ça va varier. Et en particulier, les modèles nous indiquent que pour des planètes où l'eau s'avérerait plutôt répartie au niveau des pôles, on peut supporter, endurer une insolation qui est jusqu'à 60-70% plus grande que celle que nous, on reçoit sur la Terre du Soleil. Voilà. Donc, on garde ça en mémoire pour un peu plus tard, donc comme étant l'insolation maximale qui va nous définir jusqu'à quelle distance minimale, si vous voulez, d'une étoile, on va avoir de l'eau liquide. Alors, on peut faire le même
la même expérience de pensée maintenant dans l'autre sens. On peut aussi se demander, imaginons qu'on parte de la Terre telle qu'elle est actuellement, avec donc ses océans, son atmosphère, à sa distance actuelle du Soleil. Supposons maintenant que je l'éloigne. Bon, si on éloigne la Terre du Soleil, il va faire plus froid. Si on fait plus froid, l'eau elle va avoir tendance à se transformer en glace. Et la glace, c'est blanc. Et c'est très bête à dire, mais le blanc, ça réfléchit beaucoup. Donc si en fait vous avez une planète qui tend à devenir très blanche en surface, recouverte de glace d'eau, elle va avoir encore plus tendance à évacuer, à échapper la chaleur produite à la surface. Donc en fait, vous voyez qu'on a un petit peu un effet à nouveau d'emballement où en gros, je suis en train de vous dire que plus il fait froid et plus il fait froid. Et bien effectivement, c'est donc l'idée qui va définir la bordure externe de la zone d'habitabilité des planètes par un phénomène que j'ai essayé de vous expliquer avec les mains, qui s'appelle de glaciation emballée. Et donc, il va nous dire que typiquement, si je prends la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, si je la déplace telle que l'insolation qu'elle reçoit est juste 20% plus faible que ce qu'on reçoit aujourd'hui, eh bien donc notre Terre va se transformer en une espèce de boule de neige géante, boule de glace d'eau géante, où on va perdre en fait la couverture d'eau liquide, totalement transformée donc en glace. Et vous voyez des températures moins 50 degrés, moins 60 degrés, moins 90 degrés au pôle. Maintenant, à nouveau, tout ça, ça repose sur un modèle qui est, on suppose qu'on parle de la Terre, avec notre atmosphère, notre quantité de CO2, etc., etc. Et donc voilà, si je fais ça, je vois que jusqu'à 80% de l'insolation qu'on a actuellement, à partir de 80% plus faible, je vais y arriver, pour une insolation donc juste 20% plus faible, voilà, on perd effectivement donc, toute l'eau liquide. Maintenant, on peut aussi imaginer des planètes qui peuvent être complètement différentes de la Terre. Finalement, il n'y a pas de raison que les planètes extrasolaires ressemblent tant que ça à ce qu'on a chez nous. Si on suppose en fait une planète avec, par exemple, une atmosphère qui est complètement différente, avec, mettons, vachement plus de dioxyde de carbone, eh bien, on peut, pour la même insolation, malgré tout, retenir de l'eau à l'état liquide. En particulier, si on fait l'hypothèse qu'on a vachement de dioxyde de carbone dans cette atmosphère, parce que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre puissant qui peut parvenir à maintenir une température supérieure à, si vous voulez, à 0 degré Celsius, même si la quantité d'énergie qui arrive sur la planète reste faible. Donc pour vous dire que cette insolation minimale jusqu'à laquelle on va maintenir de l'eau liquide va dépendre du type d'atmosphère que l'on a. Donc c'est ce que je vous résume en fait là, en vous disant que l'insolation minimale de l'étoile, pour ne pas perdre toute l'eau liquide, va encore une fois dépendre des hypothèses que l'on fait dans les modèles, en particulier donc la présence de gaz à effet de serre, donc par exemple comme de dioxyde de carbone, leur quantité, et aussi à nouveau la présence de nuages dans l'atmosphère de la planète. Et donc voilà, si vous voulez donc retenir en fait un ordre de grandeur qu'on va utiliser par la suite, eh bien donc les modèles nous montrent que à peu près, on peut encore maintenir de l'eau liquide à la surface d'une planète jusqu'à donc des insolations qui sont à peine 20 à 30% ce qu'on reçoit nous. Voilà. Alors maintenant que je vous ai décrit en fait comment est-ce que nous astronomes on définit ce que ça veut dire qu'une planète habitable. Donc pour résumer, ça veut dire une planète dont l'insolation est entre 20% ce qu'on reçoit nous jusqu'à 60% plus grand. Eh bien, donc, je vous montre maintenant sur les 5500 planètes extrasolaires qui sont connues à ce jour, lesquelles seraient susceptibles d'avoir de l'eau liquide. Voilà. Et pour ça, je vous montre un diagramme, parce que vous savez bien que nous, les scientifiques, on adore faire des diagrammes, on adore montrer des choses avec des diagrammes, et donc forcément, je vais vous montrer un diagramme. Alors, qu'est-ce qui nous montre ce diagramme-là? Ce diagramme-là, il nous montre, ici, sur cet axe-là, l'insolation sur la planète. Elle est exprimée dans cette unité un peu rigolote, S0, que je vous ai dit tout à l'heure. 1 S0, ça veut dire ce qu'on reçoit nous sur la Terre. OK? L'axe ici, vertical, représente la température de la photosphère de l'étoile. Donc en gros, c'est une idée très très approximative de la température à la surface de l'étoile. Ce n'est pas une quantité qui est bien définie, mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, ici on a des étoiles qui sont plus petites et plus froides, et là des étoiles plus grosses et plus chaudes. Et vous voyez d'ailleurs que là actuellement sur mon diagramme, il y a 3 points.
qui sont les 3 planètes que j'ai choisies du système solaire, Vénus, la Terre et Mars, vous voyez qu'elle est plutôt en haut de mon diagramme, ce qui sous-entend que le Soleil, par rapport au reste des planètes que je vais vous montrer dans un instant, elle est plutôt grosse et plutôt chaude. Voilà. Donc ici, donc on a juste les 2 planètes qui nous entourent pour parler de planètes habitables. Alors, je vous ai défini à un instant le bord interne, le bord externe de la zone d'habitabilité à partir donc des valeurs d'insolation. Donc ici dans le système solaire, pour l'étoile comme le Soleil, vous reconnaissez ici donc la valeur de 1.6 ou 1.7 que je vous disais tout à l'heure. Et au niveau ici du bord externe, donc dans le système solaire, à peu près 0,2. On peut faire le même jeu pour des étoiles différentes que le Soleil, parce qu'il s'avère que ça dépend du type d'étoile qu'on a. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les planètes qui sont entre la courbe rouge et la courbe bleue vont être des planètes potentiellement habitables. Alors, il y a peut-être un truc qui vous fait bizarre dans, dans ce diagramme-là, c'est que quand on regarde en fait dans le système solaire, autant Vénus qui est pas habitable, ça peut paraître pas mal. Par contre, vous voyez que nos modèles en fait prédisent que Mars serait habitable. Est-ce que ça vous paraît probablement bizarre? En tout cas, aujourd'hui, on sait que effectivement Mars, dans les conditions actuelles telles qu'on la voit aujourd'hui, n'est certainement pas habitable. Il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Mars, mais vous savez peut-être qu'il y en a eu. Exactement. On a, et puis en plus j'ai plein de collègues qui travaillent sur Mars justement à l'observatoire, qui nous disent qu'on a énormément de faisceaux d'indices qui pointent vers la présence d'eau liquide dans le passé sur Mars, il y a probablement 3,5 milliards d'années. Donc voilà, après, le fait que Mars ne soit plus habitable aujourd'hui nous montre que probablement cette vision de habitabilité des planètes extrasolaires est quelque chose qui varie avec le temps. Et probablement, en fait, des planètes de taille différente, de masse différente, ne vont pas forcément être habitables tout au long de leur évolution sur des milliards d'années. C'est ça que ça nous dit. Maintenant, ce que je vous propose, c'est je sélectionne parmi les 5500 exoplanètes qu'on connaît, je vais prendre que celles dont on connaît la masse, on connaît le rayon. Alors quand je dis on connaît, ça veut dire que par les observations, on a une bonne idée de ce que serait leur rayon, de ce que serait leur masse. Et je vais garder que les exoplanètes dont la masse et le rayon les rendent semblables à la Terre, avec l'idée que pour chercher des planètes extrasolaires habitables, on fait une hypothèse implicitement de planètes avec une surface, par exemple. C'est-à-dire qu'une planète comme Jupiter, qui est une grosse boule de gaz, pour laquelle on ne sait même pas s'il y a une surface solide ou pas, ce n'est pas quelque chose qui va nous paraître être très pertinent pour parler d'habitabilité d'exoplanètes. Donc en fait, on reprend que des planètes qu'on appelle telluriques, donc qui ressemblent à la Terre, avec en gros un rayon, une masse qui ressemble à la Terre. Je vais faire un petit sondage. À votre avis donc, sur 5500 exoplanètes, combien est-ce que vous pensez qu'il y en a qui sont habitables? Il y en a, mais... Bon, on va faire un petit sondage participatif. Qui pense qu'il y en a plus que 500? J'ai un bras levé. Donc vous pensez tous qu'il y en a moins que 500, c'est ça? Qui pense qu'il y en a plus que 100? Ok. Qui est-ce qui pense qu'il y en a moins de 10? Une large majorité. Ok. Suspense. Il y en aurait une petite cinquantaine. Un peu entre les deux. Je vous les montre ici sur ce diagramme-là. Donc voilà, tous les petits points que vous voyez, là, bleu, en fait, ce sont des planètes extrasolaires qu'on a détectées par différentes méthodes, pour lesquelles on connaît une fois encore la masse, le rayon. On connaît à peu près leur étoile, donc on sait la quantité, l'insolation, la quantité d'énergie qu'elles reçoivent de leur étoile, et donc on est capable de les placer sur ce diagramme-là. Il y a un truc que je ne montre pas ici, mais qui est très important pour nous scientifiques, c'est que là, je vous ai montré des points comme si on était hyper au taquet sur la détermination de l'insolation, la température. Évidemment, tout ça vient avec des barres d'erreur que je ne vous montre pas, mais sachez juste qu'on a des grosses barres d'erreur. Mais en gros, voilà, on a ces 48 planètes extrasolaires
qui sont représentés par leur petit nom, parfois en abréviation. Et donc je vais juste vous en présenter quelques-unes. Je vous présente d'abord Kepler 452b, qui est située ici, sur ce diagramme-là. Et pourquoi est-ce que je vous en parle d'elle? C'est simplement parce que c'est celle qui est la plus proche de nous dans ce diagramme-là. Vous voyez, la Terre est là, et donc cette planète-là, Kepler 452b, effectivement, donc c'est peut-être la planète qui ressemble le plus à nous, parce que vous voyez qu'au niveau de sa période orbitale, elle tourne autour de son étoile en 385 jours, quand nous on tourne en 365. Elle est juste un tout petit peu plus grosse que la Terre. L'étoile est très très similaire. Par contre, maintenant, cette planète-là, elle est à 1800 années-lumière de nous. Alors en fait, pourquoi je vous dis ça? Oui, 1800 années-lumière, en fait, je vous aurais dit 10, ça aurait peut-être pas fait une grosse différence. Si je vous dis ça, c'est pas tant que on se dit, allez hop, on va aller envoyer une navette pour aller voir ce qui s'y passe. C'est pas l'idée, parce qu'on ne saura pas faire de sitôt. L'idée, c'est simplement pour se donner une idée d'à quelle distance elle est de nous, pour savoir si ça va être facile ou pas d'aller l'observer, et plus exactement d'aller observer son atmosphère. C'est l'une des choses que nous, on essaye de faire astronomes, c'est à partir donc de est-ce qu'une planète, en gros, est potentiellement dans la zone d'habitabilité de son étoile, d'essayer d'aller sonder son atmosphère, c'est-à-dire de savoir ce qu'il y a dedans, son atmosphère, pour essayer de savoir si, dans les gaz qu'on détecte dans cette atmosphère, il y a des choses qui nous font penser à la présence de vie. Est-ce qu'il y a de la vapeur d'eau? Est-ce qu'il y a de l'ozone? Est-ce qu'il y a du méthane? Est-ce qu'il y a du dioxyde de carbone? Ce genre de choses. Et donc justement, l'un des enjeux pour nous astronomes, c'est d'essayer de comprendre quelle serait la bonne soupe d'éléments, de gaz, dans ces atmosphères qui nous ferait indiquer, qui serait indicatif de la présence de vie. Et c'est pas simple. Voilà. Je vous en montre quelques-uns. Il y a parfois des planètes extrasolaires habitables un petit peu exotiques, et en l'occurrence excentriques, au sens, on va dire, astrophysique du terme. Donc, ce qu'on appelle l'excentricité en fait de l'orbite d'une planète, c'est la forme de son orbite. Quand on a cette excentricité, c'est un nombre qui caractérise si la trajectoire de la planète autour de l'étoile ressemble à un cercle ou ressemble à un ballon de rugby, une ellipse, on appelle ça. En l'occurrence, cette planète-là, qui s'appelle TOI 2257b, elle est là-dedans sur mon diagramme, et en fait, elle a une excentricité qui est particulièrement élevée, elle est de l'ordre de 0,5. Alors, ce n'est pas aussi élevé que l'excentricité des comètes du système solaire, mais ça fait quand même pas mal élevé. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des moments où cette planète-là, elle est relativement proche de son étoile, et parfois où elle est relativement loin de son étoile. Et comme je vous ai un peu expliqué que le fait d'avoir de l'eau liquide à la surface de la planète, ça dépendait de l'insolation, donc de la quantité d'énergie, si au long de l'année sur la planète, il y a des moments où on a beaucoup d'insolation et des moments où on n'a pas beaucoup d'insolation, ça peut faire que à certaines périodes de l'année, la planète peut être habitable et d'autres, elle ne l'est pas. Et c'est ce qui est représenté sur cette vue d'artiste, où donc l'étoile est là. Donc vous voyez donc ce gros, cette ellipse bleue donc, montre la trajectoire de la planète autour de son étoile. Et la zone là, qui est en vert, c'est en gros la zone d'habitabilité. Donc en gros, quand la planète, sa trajectoire rentre dans la zone d'habitabilité, on peut imaginer la présence d'eau liquide, d'océan à la surface de la planète. Et puis dès qu'on s'éloigne de cette zone d'habitabilité, on va recouvrir, transformer l'eau liquide en glace. Voilà, ça peut faire effectivement des planètes habitables un peu exotiques, ce qui pose des questions sur est-ce que tout ça, ça a un sens? Est-ce que du coup, l'habitabilité est bien définie quand on a ce genre de trajectoire de planète? Et puis donc on a ce système-là qui nous passionne tous, nous les astronomes en ce moment, c'est donc le système TRAPPIST-1 dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui est représenté en fait ici à échelle en comparaison avec le système solaire, avec donc ici donc l'étoile TRAPPIST-1 avec son cortège de 7 planètes, vous voyez B, C, D, E, F, G, H. Je vous ai pas mal parlé de la planète F donc, pendant cet exposé. Et donc vous voyez en fait en comparaison avec le système solaire, donc vous voyez effectivement comment est-ce que donc, la comparaison est faite. Vous voyez que toutes les planètes autour de TRAPPIST-1 sont plus proches de leur étoile, beaucoup plus proches de leur étoile que ne l'est Mercure du Soleil. Et la raison pour laquelle on peut malgré tout trouver des planètes habitables autour de cette étoile, c'est parce que l'étoile elle est toute petite. Elle est toute petite, elle est très très froide. Donc la gamme de température, la gamme de distance qui permet en gros d'avoir la bonne température pour avoir de l'eau liquide, forcément c'est beaucoup plus près de l'étoile. Voilà. Et donc il y a beaucoup de travaux en cours en fait qui visent à aller sonder
caractériser l'atmosphère de ces planètes, parce que TRAPPIST 1, comme je vous disais, elle est à 40 années-lumière, et ça, c'est pour nous en fait vraiment la porte à côté, hein, ça fait vraiment partie des planètes les plus proches de nous, et donc c'est des planètes qui sont idéales pour aller essayer donc de voir la composition de leur atmosphère. Et au risque de vous décevoir, on ne voit pas grand-chose. On a été on a été essayé de voir l'atmosphère de TRAPPIST 1D, TRAPPIST 1E, on ne voit pas d'atmosphère. Donc voilà, on continue, on essaie de voir si les autres planètes pourraient éventuellement avoir une atmosphère et si jamais on peut voir des traces de trucs intéressants là-dedans. Voilà, affaire à suivre. Donc voilà en fait un petit peu quelques conclusions sur cette présentation. Donc, quelques messages. On détecte tous les jours de nouvelles exoplanètes. Donc, je vous ai dit, il y en a à peu près 5500 qui ont été détectées depuis une trentaine d'années. L'une des questions clés dans notre communauté, c'est de savoir en fait quelles sont les planètes qui seraient habitables, avec toujours la question clé sous-jacente, est-ce qu'elles pourraient éventuellement abriter de la vie. Donc, une planète habitable, donc essayez, si vous voulez bien, de retenir que c'est une planète qui aurait donc de l'eau liquide à sa surface, et que le fait qu'une planète ait de l'eau liquide à sa surface, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de le fait que déjà il y ait une surface, le fait qu'il y ait une atmosphère, et donc il faut avoir la bonne gamme d'insolation pour permettre d'avoir et de maintenir de l'eau liquide à la surface de ces planètes-là. Peut-être à peu près 50 planètes qui seraient habitables actuellement. Et donc ces 50 planètes habitables, donc pour nous, ce sont des planètes qui sont très importantes pour essayer d'aller sonder le contenu de leur atmosphère et voir si on peut effectivement chercher des signatures possibles de vie. Et juste pour terminer, en fait, je voulais juste rajouter un petit quelque chose, c'est que dans le cadre de ce festival qui est dédié sur les océans et donc sur la Terre, vous êtes peut-être surpris de voir une présentation qui vous parle des exoplanètes. Je crois en tout cas que le fait d'aller regarder au-delà, d'aller voir ce qui se passe dans d'autres systèmes planétaires, peut peut-être nous permettre d'avoir du recul sur ce qui se passe chez nous et de prendre conscience des problématiques que je vous ai présentées. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez des questions, ouais. Là, on parle de l'eau en surface. Il y en a où lui qui avait peut-être de l'eau sous la surface. Et si c'est le cas, est-ce qu'on est capable d'évaluer parmi les 5500 s'il y en aurait plus qui correspondraient à ces critères ? Super question déjà. Et compliquée à répondre. C'est une question qui est très en écho en fait avec ce qu'on cherche nous dans le système solaire, parce que la notion d'habitabilité que j'ai présentée ici, donc c'était pour les planètes autour d'autres étoiles. On peut aussi se poser la question de l'habitabilité, mettons, des satellites autour des autres planètes, des planètes notamment du système solaire, pour lesquelles certes je fais bien entendu référence aux planètes autour de Jupiter, Saturne, etc., qui sont très très loin du Soleil, donc on a vu qu'elles n'étaient pas du tout dans la zone d'habitabilité du Soleil, mais pour lesquelles ces satellites orbitant autour de leur planète peuvent avoir des sources d'énergie par les effets de marée avec leur planète qui peuvent leur conférer éventuellement suffisamment de chaleur sous la surface pour continuer à abriter un océan d'eau liquide sous la surface. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit à travers des geysers d'eau en provenance d'Encelade. On a des signatures, on voit en fait ces choses-là. Maintenant, comment arriver à détecter ça autour d'autres planètes, ça me paraît compliqué. Donc, merci quand même pour la question. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vous laisse prendre le micro, je vais pas essayer. Avec quel instrument on réussit à déterminer s'il y a une atmosphère ou vu que c'est pas avec un laser, comment on réussit à trouver si les particules qu'il pourrait avoir sur la planète ? Donc merci pour la question. Donc en fait, ce qu'on essaye de voir, c'est la façon où actuellement on arrive à faire ça, c'est quand on est dans une configuration où la planète, elle passe juste devant son étoile.
on dit qu'elle occulte son étoile, elle transite son étoile. Et quand c'est comme ça, en fait, on peut arriver à avoir de l'information sur la lumière qui provient de l'étoile d'une part, mais aussi la lumière qui est bloquée par l'atmosphère de la planète entre l'étoile et nous. Et donc cette information-là, avec des instruments qu'on appelle de spectroscopie, qui nous dit en fait comment est-ce que la lumière va être bloquée par l'atmosphère de l'étoile en fonction de la longueur d'onde, eh bien ça va nous donner une information sur la composition de l'atmosphère. Un petit peu comme dans l'idée où quand on regarde par exemple le Soleil, bon, on peut effectivement voir qu'il y a plein de petites bandes sombres en fait au niveau de la lumière qui provient du Soleil. Et ces petites bandes sombres en fait, elles traduisent quels sont les éléments chimiques à la surface du Soleil qui absorbent la lumière du Soleil. En fait, on arrive à appliquer le même genre de technique pour la lumière qui est occultée par l'atmosphère de planètes qui transitent juste devant leur étoile. Et donc ces instruments-là, on appelle de spectromètres essentiellement, eh bien, nous renseignent sur la composition de l'atmosphère de ces planètes. Et donc on voit de manière assez routinière la présence de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de méthane, de trucs avec du soufre. Enfin, on voit beaucoup de choses en fait. Hubble, alors on peut utiliser des instruments dans l'espace, on peut parfois aussi utiliser des instruments au sol, mais on aime beaucoup utiliser des instruments dans l'espace. On a utilisé le télescope spatial Hubble et il y a son successeur qui s'appelle le James Webb Space Telescope, qui est un des instruments qu'on utilise aussi beaucoup actuellement pour caractériser l'atmosphère des exoplanètes. Une question ? Je voulais vous demander qui donne les noms aux exoplanètes. Ah, très bonne question. Alors, qui donne le nom des exoplanètes? Alors, en fait, ce qui donne le nom des exoplanètes, c'est le nom de l'étoile. Alors, je ne réponds pas complètement à ta question, parce que tu vas pouvoir me demander c'est qui donne le nom aux étoiles. Alors, ça dépend de plusieurs choses. La plupart, en fait, des planètes que j'ai montrées, il y en a qui s'appellent TRAPPIST, il y en a, je ne vais pas toujours donner les noms, il y en a qui s'appellent Kepler, il y en a en fait beaucoup qui sont nommés à partir de l'instrument qui les a découverts, ces planètes-là. Donc notamment, il y a un instrument qui s'appelle Kepler, comme l'astronome d'ailleurs, qui a détecté beaucoup de ces planètes-là et qui a donc donné beaucoup de noms de planètes extrasolaires. Il y en a qui réfléchissent à renommer ces planètes-là avec peut-être des noms un petit peu plus évocateurs. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Merci.